Leurs yeux sont ouverts. C'est la première chose qui cloche. Vous les regardez, deux jeunes hommes effondrés sur un radeau de bois, les membres mous, les corps abandonnés contre les planches, et vous pensez « ils sont morts ». Mais non, leurs yeux sont ouverts. Ils fixent quelque chose, ou rien. Impossible de savoir lequel, et cette impossibilité est tout le sujet. Ce n'est pas un tableau sur la mort serait plus simple, plus lisible. C'est un tableau sur ce qui arrive quand le pouvoir décide que vous lui êtes plus utile vivant que mort. Les fils de Clovis II a été peint en 1880 par le peintre français Évariste Vital Luminet, et il est conservé au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Il mesure presque 2 mètres de haut et près de 3 de large, ce qui signifie que lorsqu'on se tient devant lui, ses corps sont presque à taille réelle, assez proches pour que quelque chose vous atteigne physiquement avant d'atteindre votre esprit. Quelque chose dans leur posture que votre corps reconnaît avant que votre cerveau ait eu le temps de comprendre. Ils sont présents. Ils ne sont plus là. Regardez-les. Luminet les a peints dans des tons de chair si pâles qu'ils tirent sur le gris, presque sur le bleu, là où la lumière ne les atteint pas. Leurs membres n'ont aucune tension, aucune résistance, aucun instinct de se maintenir droit. Ils tombent sur le bois comme un tissu tombe sur quelque chose qui n'a plus de forme propre. Le radeau en dessous d'eux est brut, ordinaire, sans ornement. La rivière est sombre, le ciel est bas et couvert, l'horizon avalé par la brume. Et tout au fond du tableau, à peine visible dans la haise, la silhouette d'un monastère bénédictin. Ce détail compte. Il signifie qu'ils dérivent vers le salut. Simplement, ils ne peuvent pas s'y diriger eux-mêmes. Simone de Beauvoir a écrit sur ce tableau en 1960. Elle l'a décrit comme produisant une horreur calme. Cette formule est exacte. L'horreur ici n'est pas bruyante. Elle ne vous demande pas de sursauter ni de détourner les yeux. Elle est simplement là, dans la lumière pâle, respirant doucement, attendant que vous compreniez ce que vous regardez. Il n'y a pas de soldats dans le cadre, pas de vainqueurs, pas de blessures visibles, juste 2 jeunes hommes qu'on a brisés et abandonnés sur l'eau et un peintre qui a refusé de détourner le regard de ce que ça ressemble vraiment. Évariste Vital Luminet est né à Nantes en 1822 et pendant la majeure partie de sa carrière, il a été le peintre des siècles oubliés. Il était obsédé par les Mérovingiens, la dynastie qui gouverna les royaumes francs du 5e au 8e siècle, les siècles obscurs avant que France soit France, quand les règles de la civilisation s'écrivaient et se brisaient régulièrement. Il passa des décennies à tirer ce monde violent et mal documenté vers la lumière du Salon de Paris. Ce n'était pas un travail à la mode. Le salon de 1880 était rempli de peintures d'histoire académique, grandes batailles, morts nobles, allégories en toge. Luminet offrait quelque chose d'étrange, de difficile à classer. Il peignait les Francs et les Gaulois, non pas comme des héros classiques dignes, mais comme quelque chose de plus barbare, de plus ambigu, de plus honnête sur ce à quoi ressemblait vraiment le pouvoir dans le monde médiéval primitif. Ses contemporains respectaient sa maîtrise technique. Il trouvait ses sujets difficiles. Il ne savait pas quoi faire d'un peintre qui revenait sans cesse au siècle avant que quelqu'un prenne la peine de tenir des registres sérieux. Les siècles où la violence ne laissait presque aucune trace écrite, seulement des légendes. Les fils de Clovis II fut son chef-d'œuvre, et aussi, dans une certaine façon, son problème. La qualité particulière de ce tableau, ce qu'un critique appela son sensationnalisme cadavrique, s'avéra impossible à dépasser. Il avait trouvé, une fois, exactement la bonne image pour tout ce qu'il voulait dire sur le pouvoir et la punition. Il ne la retrouva jamais avec cette précision. Il mûrit en 1996, largement oublié en dehors des cercles spécialisés. Ce qui est en soi une ironie, un peintre qui passa sa vie à peindre des choses oubliées en devenant une lui-même. Maintenant, la légende. Parce que la légende est aussi sombre que le tableau. Le roi Clovis II était parti en pèlerinage, confiant le royaume à son fils aîné sous la régence de sa femme, Balthilde. En son absence, les fils se révoltèrent, non seulement contre leur mère, mais contre le père absent. Quand Clovis revint et écrasa la révolte, il voulait les faire exécuter. Ce fut Balthilde elle-même, leur mère, qui proposa l'alternative. Couper leurs tendons. Les ischio-jambiers, les grands tendons des bras et des jambes, sectionnés pour qu'ils ne puissent plus jamais porter les armes. Puis les placer sur un radeau et les laisser descendre le fleuve. L'abbaye de Jumièges, près de Rouen, finit par les recueillir. Ils étaient techniquement sauvés. Tenez tout ça en même temps, un instant.
Une mère qui sauve ses fils en s'assurant qu'ils passeront le reste de leur vie incapables de se déplacer seuls. Une punition conçue comme une grâce, un salut que personne sur ce radeau ne pouvait atteindre de lui-même. Luminet a peint ça. Il a choisi cette histoire, ce moment, cette image précise d'impuissance et l'a reproduite sur près de 3 mètres de large pour que vous ne puissiez pas éviter de vous tenir à l'intérieur. Voici ce que les historiens ont établi. La légende est presque certainement fausse. Clovis II mourut à 22 ans. Ses fils auraient été bien trop jeunes pour organiser une rébellion. L'histoire fut probablement inventée des siècles plus tard, sans doute par l'abbaye de Jumièges elle-même, qui avait tout intérêt à revendiquer un lien direct avec la royauté mérovingienne. Luminet le savait. Les érudits de son époque doutaient déjà de cette histoire. Il l'a peinte quand même. Et ce choix est la chose la plus intéressante de ce tableau. Parce qu'il ne peigne pas l'histoire, il peignait un sentiment. Le sentiment d'exister dans un corps qui ne répond plus à vos intentions. D'être porté quelque part par un courant auquel vous n'avez pris aucune part. D'être sauvé, techniquement, officiellement, aux yeux de quiconque tient les registres, tout en restant complètement incapable d'agir de votre propre chef. La structure théologique en dessous est celle du péché et de la miséricorde. Ils ont péché, ils ont été punis, ils ont été sauvés. La structure est là, si vous la voulez. Mais Luminet refuse de vous laisser vous y reposer. Il s'attarde sur la punition. Il vous fait rester assis sur le radeau, avec la lumière pâle, avec l'immobilité de ses membres qui ne répondent plus. Il garde votre regard au centre du cadre, sur les corps, loin du monastère dans le lointain. Le salut est réel, il est aussi très loin, et aucun des deux ne peut bouger vers lui. Le tableau pose une question sans lui répondre. Qui tenez-vous pour responsable? Les fils qui se sont révoltés, le père qui a ordonné la punition, ou la mère, Sainte Balthilde, la femme que l'Église allait plus tard canoniser, qui a inventé la cruauté spécifique des tendons comme acte de miséricorde. Chacun d'eux a fait un choix, chacun de ces choix a mené à ce radeau. Luminet n'en montre aucun. Il ne vous donne que l'après. L'acte est terminé. L'eau coule. Le monastère attend dans le lointain. Et ses yeux ouverts fixent le vide. Ce qui reste avec vous après ce tableau, ce n'est pas la violence. Il n'y a pas de blessure visible, pas de sang, rien qui s'annonce comme tel. Ce qui reste est la complétude de l'impuissance. Luminet avait compris quelque chose que la plupart des peintres de grands sujets historiques rataient complètement. Que la pire chose que le pouvoir puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de le tuer, c'est de le laisser en vie, mais incapable d'agir. Présent, mais vidé de la capacité d'être quelque part en particulier. Là, mais plus vraiment là. Le radeau dérive, le courant décide, le monastère s'approche sans que personne ne dirige vers lui. Et quelque part dans ce cadre, dans ses membres gris, ses yeux ouverts, ce ciel bas et couvert, se trouve la réponse à une question que Luminet nous a laissé trouver. Il savait que la légende était fausse, il l'a peinte quand même. Si une histoire n'est pas vraie, mais que le sentiment qu'elle contient est complètement réel, est-ce que la vérité compte encore? Le radeau continue de dériver, les yeux sont toujours ouverts. Je vous laisse avec ça.